Et donc, le sujet qu'on va aborder, messieurs, dames, qu'on va aborder là maintenant, c'est le matériel pour les différents types d'audits, parce qu'effectivement, on voit cette disparité d'audits, et donc il faut du matériel, il faut être équipé pour prendre des mesures justes. Absolument. Voilà, ça va être ton sujet. Bon, je te laisse Je te remercie. dérouler. Donc là, il faut que j'appuie sur le gros bouton, c'est ça, pour avancer? D'accord. Ça commence par un petit sondage, je crois, c'est ça? C'est tout de suite le sondage, hein, donc je vais… Non, c'est pas tout de suite? Ah oui, d'accord, il faut d'abord parler de Testoon. Donc, Testoon, donc, la société que j'ai eu le grand plaisir de fonder en 2007 maintenant, hein, ça fait plus d'une quinzaine d'années. Et effectivement, j'ai le plaisir d'être partenaire du Grand Circuit depuis de nombreuses années. Donc, ceux qui nous suivent régulièrement doivent déjà avoir entendu cette présentation. Donc, Testoon, l'innovation à sa juste mesure. Hein. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est d'apporter des innovations pour les gens qui doivent faire de la mesure, d'une façon générale, d'une façon un petit peu plus large. La mesure, c'est le test, le contrôle, le diagnostic, l'audit et tout ce qui se mesure, tous les phénomènes qui se mesurent. Et avec cette ambition d'équiper tous les professionnels, que ce soit les professionnels du bâtiment, mais surtout les gens qui font du contrôle technique. Donc, les contrôles techniques, pour moi, c'est des diagnostiqueurs immobiliers, c'est des bureaux de contrôle, ce sont des experts en bâtiment, ce sont des bureaux d'études et tous ces gens qui participent donc à l'amélioration du bâti d'une façon générale et de l'industrie. Et donc, nous proposons des technologies qui permettent de contrôler in situ le bâtiment dans le but d'améliorer, de respecter les contraintes réglementaires. Et on parle beaucoup, évidemment, dans le cadre de ces diagnostics et de ces audits de contraintes réglementaires. Et ceci va nous amener dans des domaines assez larges, puisque ça va nous amener sur les domaines de la santé, de la sécurité, du confort et de plus en plus, vous l'avez deviné, de l'efficacité énergétique des lieux de vie et de travail, et de loisirs également. Voilà. Donc, c'est là maintenant que j'ai le sondage. Donc, un petit sondage. Moi, je ne suis pas trop fan des quiz, mais je préfère faire des sondages. Ça me permet de mieux comprendre quel est l'auditoire qui nous avons dans l'audience. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que vous répondiez à cette question toute simple. C'est, voilà, puisque vous avez déjà tout entendu, tout le monde est expert aujourd'hui en audit énergétique, parce que ça fait quoi, 2 ans qu'on en parle, avec nos clients, avec les fédérations, avec les centres de formation, avec les organismes de certification. Aujourd'hui, tout le monde est expert, mais assez rapidement, quand on échange, on s'aperçoit qu'on n'a pas tous la même compréhension du processus. Et nous, ça fait plus d'1 an que nos clients nous téléphonent et nous disent « Testoon, c'est vous les experts, je vais faire de l'audit, qu'est-ce qu'il va me falloir comme matériel ?» Voilà. Et donc, je sais que je vais avoir besoin d'un logiciel. Alors, je sais que le logiciel, il n'est pas prêt, mais pour le matériel, je vais avoir besoin de quoi? Donc, je vais vous demander de répondre à cette question en tapant A, B, C, D ou E. A, c'est « j'ai besoin de rien du tout, je vais tout constater avec mes yeux ». B, j'ai besoin des outils que j'ai déjà pour le DPE et rien d'autre. C, j'ai besoin d'autres outils, mais je ne sais pas quoi. D, j'ai besoin d'autres outils et je sais aujourd'hui exactement quoi. Et puis E, aucune idée. J'attends juste qu'on me dise ce qui me sera obligatoire d'acheter. Voilà, on va vous laisser voter 5 secondes. Allez, je vois que vous êtes nombreux à être présents et aussi à voter. Vous êtes plus d'une centaine, hein, d'ailleurs, aujourd'hui à être présents. Donc, il n'y a qu'une seule réponse possible, hein, Jean-Michel. Hein. Une seule, oui, c'est pour avoir une opinion. Voilà. Il faut trancher quand même. Allez, on va présenter les résultats. Benjamin, voilà, Jean-Michel, tu as les résultats. Effectivement, en ordre dispersé, mais plutôt les 4 dernières réponses. Hein. OK. Bah, alors, bon, évidemment, il n'y a pas de bonne réponse, hein, puisque c'était pour savoir un petit peu quelle était votre compréhension de cette problématique. Donc, effectivement, on s'aperçoit que la plupart de l'auditoire aujourd'hui ne sait pas exactement ce dont il va avoir besoin. Mais une partie non négligeable pense qu'il est déjà équipé, soit parce que les outils du DPE suffisent, soit parce qu'il a déjà eu les informations complètes sur ce dont il a besoin. Et puis, il y en a quand même 20% qui sont encore dans l'expectative, qui sont dans l'attente qu'on leur dise ce dont il va falloir s'équiper. Hein, nous, on a l'habitude effectivement d'équiper différents métiers. Il y a des métiers où le kit matériel est extrêmement normalisé. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de l'infiltrométrie. L'infiltrométrie, c'est extrêmement clair, précis
le matériel qu'il faut acheter, le logiciel, la métrologie associée. Et puis, il y a d'autres domaines, notamment le diagnostic, où des fois, c'est très clair, et puis des fois, ça l'est moins. Et puis, aujourd'hui, dans l'audit énergétique, il y a quand même énormément de points encore qui restent à éclaircir. S'il vous plaît. Merci. On va passer à la suite. Donc, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de... si on peut peut-être enlever, voilà. Donc, effectivement, donc chez Testoon, on s'intéresse à ces questions d'audit énergétique depuis de nombreuses années, puisque tout à l'heure, ça a été évoqué. Alors, je ne savais pas qu'on appelait ça le diagnostic des obligés, mais les bureaux d'études qui font des diagnostics pour les grandes entreprises font partie de notre clientèle. Et dès les années 2012-2013, chez Testoon, nous avions déjà créé des guides. Donc, on a un guide qui est toujours disponible sur notre site internet, qui fait une trentaine de pages et qui décrit le processus, les obligations des entreprises, qui décrit le processus de l'audit et qui décrit tout le matériel qui peut être nécessaire pour mener ces audits dans les entreprises. Et c'est vrai que dans les entreprises, le sujet, il est drôlement plus complexe, hein, puisque évidemment, on parle du bâti, mais on parle aussi de l'industrie, qui sont des gros consommateurs d'énergie. Et dans l'industrie, en général, on a de l'électricité qui est triphasée, par exemple, sur lequel il y a énormément de possibilités d'optimisation de la consommation électrique. Ce sont des choses qu'on ne retrouve pas en général dans l'habitat. Et donc, il y a beaucoup de sujets qui sont effectivement connexes, qui sont dérivés de ceci. Et l'expérience qu'on a pu acquérir sur le dialogue que l'on a avec ses clients nous permet maintenant de travailler sur l'audit énergétique dans l'habitat. Donc, au niveau des audits incitatifs, donc tous ceux qui sont basés sur des certifications, on a déjà développé une offre depuis quelques années et on est en train donc de diffuser depuis quelques semaines maintenant un guide sur l'audit énergétique obligatoire avec un certain nombre d'inconnus, effectivement, sur lequel on est en attente d'évolution. Et on a donc sur le site de Testoon une boutique de l'auditeur énergétique. Donc, un petit visuel. Donc, quand vous allez sur le site de Testoon, vous allez arriver les boutiques métiers et la boutique pro de l'audit énergétique avec les différentes catégories. L'audit pour l'entreprise, l'audit pour le collectif et le tertiaire, l'audit pour l'individuel, l'audit pour et le fameux audit obligatoire que l'on a appelé donc l'audit vente tout à l'heure par Stéphane notamment. Donc, il y a pas mal d'informations et il y a beaucoup de sélection de produits. Alors, c'est vrai qu'à la question qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme matériel, je peux vous dire que les débats sont assez vifs parce qu'en fait, tout le monde a un avis. Hein, et la plupart des gens ont un avis très tranché. C'est-à-dire que moi, j'ai énormément de clients qui sont soit des indépendants parce qu'ils ont lu les textes, parce qu'ils ont été en formation, soit parce qu'ils sont formateurs, soit parce qu'ils ont eux-mêmes participé à l'écriture des normes, soit parce qu'ils sont directeurs techniques d'un grand réseau ou d'une grande entreprise. Et aujourd'hui, tous ces clients, ils savent ce dont ils ont besoin. Et moi, ce qui me frappe, c'est que quand je compare, eh ben, j'ai des réponses absolument différentes. Il n'y en a pas deux qui savent la même chose. Donc, on va essayer de faire une synthèse. Mais aujourd'hui, je veux quand même faire un petit peu d'humilité, à savoir qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore très clair de faire le tri entre ce qui est obligatoire, ce qui est indispensable, ce qui peut être utile, ou ce qui peut être superflu ou inutile. Mais par contre, on s'aperçoit que, évidemment, la qualité du travail qui va être fait par les différents opérateurs, et on sait qu'on a bien entendu, hein, il y en a qui souhaitent suivre un process, il y en a qui souhaitent suivre un logiciel, il y en a qui souhaitent être efficaces et être le moins cher possible, il y en a qui souhaitent faire un travail de qualité, donner des résultats et des conseils et des recommandations, parce que j'ai entendu ces termes, qui soient de qualité. Et évidemment, on va avoir une approche différente par rapport notamment au diagnostic de l'existant. Et pour faire un diagnostic de l'existant, on peut être amené donc à avoir une perception différente sur le type de matériel que l'on a. Et puis, on a des textes existants, et puis on a des textes qui sont peut-être encore à apparaître. Donc, si on regarde les textes historiques qui parlent de diagnostic, qui parlent d'audit énergétique, on a par exemple le décret de la qualification de mai 2018. Ce décret, il dit voilà, si vous devez être qualifié pour être auditeur énergétique, eh bien, vous avez besoin d'être équipé à minima de télémètre, vitromètre, thermomètre, d'air et de surface, wattmètre et un logiciel. Voilà ce qu'on vous demande. Ceci a été translaté par les sociétés qui font la certification de ces auditeurs.
sous forme d'une obligation pour obtenir cette certification. Et aujourd'hui, lorsque quelqu'un nous demande un pack matériel diagnostic pour de l'audit énergétique, la première question qu'on leur pose, c'est pourquoi vous en avez besoin? Est-ce que vous êtes dans un référentiel précis? Et si on nous dit, oui, je passe la qualification Calibat RGE ou 8731 ou la OPQI-BI 80, je ne me rappelle plus du numéro, 9705 ou 9711, ou alors je veux faire ça dans le cadre du diagnostic immobilier, tout de suite, ça ouvre des cases, ça ouvre des tiroirs sur ce qui est obligatoire. Alors moi, ce qui me frappe, c'est que assez souvent, les gens ils vont en formation, ils passent leur certif au PQI-BI et puis ils me disent il me faut absolument un wattmètre. Okay. Puis je leur dis mais vous allez faire quoi avec le wattmètre? Ah je ne sais pas, mais il me le faut, c'est obligatoire. Voilà. Donc moi j'essaye de décortiquer un petit peu tout ça pour voir ce qui est vraiment effectivement obligatoire, indispensable ou superflu. Pour l'audit énergétique réglementaire ou après-vente, pour l'instant, alors, il y en a qui m'ont dit qu'il y en avait, mais pour l'instant, moi, je ne vois pas de liste de matériel ni obligatoire, ni recommandé. Par contre, je vois fleurir à droite à gauche des entreprises qui commencent à publier dans leur réseau, voilà, vous devez vous équiper de ça ou ça. Je vois des centres de formation qui disent il vous faut ça, mais ça ne sert à rien. Et si on fait la synthèse, eh bien, pour l'instant, le compte n'y est pas. Donc, nous, on dialogue avec les différentes parties prenantes. Et puis, s'il y en a qui m'écoutent aujourd'hui et qui veulent nous faire remonter aussi leurs opinions, on est intéressé. Mais on est aussi peut-être en attente d'autres textes. Quand on voit la fameuse trame qui a été présentée tout à l'heure et qui, si vous le cherchez bien, ce n'est pas compliqué. Hein, sur LinkedIn, il y a plein de gens qui l'ont mis sur leur post. Ils sont faciles à télécharger. Vous avez relativement peu d'indices nouveaux par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà les éléments, les pathologies, voilà les points sensibles que vous allez peut-être devoir être confrontés, mais on ne vous dit pas s'il faut mesurer, s'il faut prendre des photos, par exemple. Par contre, il y a un endroit où on vous dit, là, il y a des points sensibles, mettez quand même une photo. Expliquez-moi pourquoi vous trouvez qu'il y a des problèmes d'étanchéité à l'air dans ce bâtiment. Expliquez-moi pourquoi vous avez vu des ponts thermiques et qu'il faut les traiter. Expliquez-moi pourquoi la ventilation, il faut la changer. Et je pense qu'effectivement, dans l'analyse du bâti, ça va être des choses que certains vont vouloir faire et puis d'autres ne feront peut-être pas parce que ce ne sera peut-être pas forcément une question posée par le logiciel. Par contre, si on regarde, là, j'ai fait tout en bas, j'ai repris le référentiel de formation de AFNOR Formation sur l'audit énergétique et on nous dit, voilà, il va falloir effectuer des relevés terrain et établir un diagnostic de l'existant, réalisation d'un diagnostic architectural, thermique, des systèmes de renouvellement d'air, de chauffage, de refroidissement, de CS, d'éclairage et des autres équipements énergétiques. Il va falloir reconnaître les pathologies de la rénovation énergétique et il va falloir repérer des points sensibles du bâtiment et de ses équipements. Voilà. Tout ça, c'est un gros fatras. Et si on essaye de comprendre ce qu'il y a derrière, eh bien, il y a probablement la question de se poser, c'est est-ce que je fais juste des constatations visuelles ou est-ce que je dois faire des contrôles avec des appareils, éventuellement des appareils de mesure. Donc, si on prend, par exemple, l'OPQI-BI 1911 ou la Calibat 8731, voilà, moi, on me dit il me faut un wattmètre, un thermomètre, un lasermètre, un vitromètre. J'achète ça, je l'emballe, je mets dans un colis. La case, j'ai mon matériel, a été coché, mais on ne sait pas forcément à quoi ça va servir. Pareil, si on fait OPQI-BI 1905, on va nous demander luxmètre, wattmètre, ampèremètre, voltmètre, pince ampère-métrique, mesure des températures et des débits de ventilation, des analyseurs de combustion et une caméra thermique. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on part de ça pour essayer de décoder ce qui peut nous être utile dans ces différents contextes. En analysant donc les différents points de contrôle ou les points sensibles à étudier et voir quel type de matériel on peut associer à ces différents points de contrôle, et une nouvelle fois, je reste très humble, loin de moi l'idée qu'il faut tout ça, mais en tout cas, il y a débat. Okay. Donc bien évidemment, pour faire tout ce qui est mesure dimensionnelle, on peut avoir besoin de télémètres, voire de plus en plus, puisqu'on en parle de plus en plus, de scanners. C'est-à-dire que peut-être que la bonne vieille méthode qui consiste à tout mesurer au mètre ruban ou au télamètre va petit à petit être substituée par des outils de scan pour faire ce qu'on appelle des jumeaux numériques. Parce que peut-être que travailler sur le jumeau numérique, ça peut être une méthode
aussi, voire plus efficaces que les méthodes d'audit plus traditionnelles. Lorsqu'on parle de sonder les murs, les planchers, les toitures, puisqu'évidemment, on nous dit contrôle non destructif, mais on nous dit aussi qu'il faut vérifier. Est-ce qu'il y a de l'isolant? Est-ce qu'il faut vérifier ce que dit le maître d'ouvrage? Comment je le fais? Et c'est là où on va mettre en œuvre des techniques de sondage qui peuvent être faites soit par caméra thermique, soit par caméra endoscopique. Donc on va pouvoir parler de tout ça. Tout ce qui est mesure du vitrage aujourd'hui, le vitromètre laser, là, le petit Merlin gauche que tout le monde connaît, c'est notre best-seller. C'est incroyable ce qu'on peut en vendre. C'est effectivement devenu un outil indispensable. Et là-dessus, il n'y a pas débat. Après, quand on parle des contrôles ventilation, donc avec comment est-ce qu'on mesure les débits de ventilation? Il y a plusieurs méthodes. On a parlé tout à l'heure des contrôles ventilation dans le cadre de la RE 2020. On est en train aujourd'hui de mettre en place tous les contrôles de fin de chantier dans le domaine du neuf, sur lequel on a un mixte entre des mesures de pression aux bouches et de mesures de débit de ventilation. Moi, je pense qu'il faut quand même effectivement être en mesure de qualifier si le système de ventilation il fonctionne, est-ce qu'il est dans le bon sens, est-ce qu'on a les bons débits, les débits hygiéniques sont respectés par rapport à la taille de l'immeuble, dans le but évidemment de conseiller s'il faut changer son système ou pas. L'isolation des murs, on en a parlé, mais j'en reparlerai un petit peu. On peut aller plus loin, on peut faire des mesures de coeffu, des choses un petit peu plus compliquées. Là j'avoue que ceux qui pensent que ça sera dans le diagnostic obligatoire, je pense qu'ils vont un petit peu trop loin. Tout ce qui concerne les renouvellements d'air, on en a déjà un petit peu parlé, mais on peut aussi faire des mesures de température, de qualité d'air, de confort thermique. Tout ce qui tourne autour de la consommation d'énergie, là j'avoue que ce n'est pas très clair pour moi. Qu'est-ce qu'on va vraiment devoir mesurer au niveau d'un équipement, au niveau d'un tableau. Je pense qu'effectivement, il y a des topologies d'appartements sur lesquelles c'est intéressant de savoir est-ce que je vais changer ces radiateurs, combien ils consomment. Bon, on peut se poser ces questions. La production d'eau chaude aussi, donc le système de production de chauffage, est-ce qu'il est en bon état ou pas? Et puis, il y a tout ce qui touche aux pathologies qui sont principalement liées à des problématiques de fuite d'air ou d'humidité ou de moisissure. Alors, déjà, un premier point sur la caméra thermique. C'est sujet sensible. Ça fait 10 ans ou 15 ans qu'on vend des matériels à des gens qui font du DPE. On a toujours des gens qui disent moi, il me faut une caméra thermique pour un DPE. Et puis, il y a toujours tous ceux qui disent ça ne sert à rien, une caméra thermique pour un DPE. Et en général, ils ont raison. Caméra thermique, ça ne sert à rien pour un DPE. Par contre, aujourd'hui, je voulais juste mettre en avant le fait que les caméras thermiques sont devenues des outils extrêmement abordables et que pour quelques centaines d'euros, on peut avoir des appareils qui sont capables très, très rapidement d'aller voir et d'aller à l'essentiel. Dans les anciens modèles d'audit, on nous disait qu'il faut un thermomètre pour aller mesurer des températures de parois. Okay, sauf qu'un thermomètre, il va juste prendre un point, alors que la caméra, l'image va tout de suite vous dire où est-ce qu'il faut aller. Quand on regarde de l'extérieur, on va tout de suite voir s'il y a des défauts d'isolation, on va tout de suite voir s'il y a des ponts thermiques, on va tout de suite voir s'il y a des traces d'humidité. Il fut un temps aussi où on disait les caméras pour le bâtiment, il faut qu'elles soient très haute performance. Pourquoi? Parce qu'il faut, dans le bâtiment, contrairement à des phénomènes liés à l'électricité, on doit regarder des différences de température très faibles. Et pour regarder des différences de température très faibles, il faut une très bonne sensibilité thermique. Pendant très longtemps, les fabricants vous disaient vous voulez une très bonne sensibilité thermique? C'est 10 000 euros. Okay, maintenant, il y a des caméras qui ont des très bonnes sensibilités thermiques et c'est moins de 500 euros. Et donc là, aujourd'hui, on a un outil sur lequel, je pense, on ne peut pas vraiment faire l'économie lorsqu'on doit s'intéresser à un bâti. Après, il y a toujours, bien évidemment, des modèles plus onéreux. Si on souhaite mettre des photos dans son rapport, si on souhaite retravailler ses images, on va pouvoir avoir des modèles plus ambitieux et plus coûteux. Pour ce qui concerne l'audit des systèmes de ventilation, on a aujourd'hui des petits outils, on en a apporté ici, pour ceux qui sont dans la salle, on a amené quelques outils qui sont très très simples de mise en œuvre pour aller vérifier un débit de ventilation sur un système ou pour aller mesurer des pressions aux bouches. On s'aperçoit que souvent les bouches, ce n'est pas très compliqué. Les bouches d'aération, il suffit de regarder si elles sont dans leur bonne gamme de fonctionnement avec des petits manomètres pour
des montants relativement modiques d'ailleurs, puisque aujourd'hui, il existe des petits appareils qui sont des capteurs, comme vous avez sur la photo en bas à droite, qu'on appelle des smart probes, qui sont des petits capteurs qui vont communiquer directement avec un smartphone. Et donc, ça existe en anémomètre, en thermomètre, en laser, en manomètre. Et on arrive à avoir un kit très, très compact et très économique. Alors, on ne fait pas des mesures de grande précision, mais pour de l'investigation, ça peut être tout à fait suffisant. Pareil pour des sujets liés à l'analyse de la combustion, un peu plus controversés. Jusqu'où on doit aller pour analyser le système de chauffage? Donc, on peut s'équiper d'analyseurs de combustion pour vérifier le bon fonctionnement, le rendement et éventuellement voir s'il y a des pollutions émises par ces chaudières qui pourraient nécessiter son changement. On peut choisir aujourd'hui des modèles basiques qui vont coûter de l'ordre de 700 €. S'il y a beaucoup de fuel, il faut monter un petit peu plus parce qu'il faut une cellule pour le monoxyde de carbone qui est un petit peu plus costaud. Et on peut compléter ça par des petits thermomètres pour faire des mesures sur l'eau chaude sanitaire. Donc tout à l'heure, j'en ai un petit peu parlé. Si on veut faire des investigations sur des choses qui sont, on va dire, semi-cachées ou que l'on pourrait découvrir, d'avoir une petite caméra d'inspection endoscopique. Alors certains de mes clients ont dit voilà, il nous faut ça. La caméra endoscopique, il nous faut ça. Ça va être vraiment ce qui va nous permettre d'aller vérifier ce qu'on a comme doublage, comment ça a été fait dans les combles, etc., etc. Et effectivement, il y a des modèles de toute taille et de tout tarif. À partir de 300-400 € également, on trouve pas mal de matériel. Bon, j'ai presque terminé. Dans le domaine de la consommation électrique, alors là, si on reprend ce qu'on avait fait sur l'énergie dans les entreprises, là, pour le coup, il y a une énorme différence. L'énergie dans les entreprises, on a des grosses puissances, on a du triphasé, on a des problématiques de gestion de moteurs, etc. Et souvent, c'est le poste dans l'audit qui est le plus onéreux et le plus complexe à mettre en œuvre. C'est tout ce qui concerne l'électricité. Là, on peut avoir quelques petits appareils, énergimètre ou pince de courant, wattmétrique. Attention, les pinces de courant, il y en a très, très peu qui ont la fonction wattmètre, énergimètre. La plupart, elles font courant tension, mais elles ne font pas toutes wattmètre, énergimètre. Donc, il faut quand même juste vérifier qu'on a cette fonction-là. Mais pour moins de 200 €, on peut avoir le couple. Et puis, lorsqu'on est sur l'investigation des pathologies du bâtiment, ce qui tourne autour de l'humidité, l'hygrométrie, donc souvent, on est déjà équipé d'humidimètres. Les humidimètres, ça va permettre de vérifier si on n'a pas si les moisissures peuvent être dues à des problématiques de remontée capillaire ou de migration de vapeur sur un mur qui a peut-être été mal conçu dans une rénovation précédente. Et puis aujourd'hui, il existe des petits produits qui sont assez sympas, puisque dans le même appareil, vous pouvez avoir humidimètre, hygromètre sans contact, avec des sondes, avec des pointes, et également caméra thermique dans le même appareil. C'est des outils vraiment pour faire de l'analyse de toutes les pathologies liées à l'humidité. Alors après, si on veut aller un peu plus loin ou beaucoup plus loin, il y a d'autres outils. Certains sont déjà équipés, donc on peut les utiliser, mais il y a des appareils spécialisés dans les mesures de résistance thermique. Donc ça demande quand même un certain savoir-faire, une certaine méthodologie, mais ça peut donner des bons résultats quand on a des doutes sur des maisons anciennes. On n'a pas du tout d'idée sur ce que ça peut donner. Ça nécessite de bien maîtriser le processus, parce que parfois, ça peut être des mesures qui peuvent être un peu longues, qui peuvent nécessiter de poser ces thermomètres pendant plusieurs heures, bien maîtriser la météo à l'extérieur, et puis être conscient des incertitudes associées aux résultats que l'on obtient. Et puis, on peut aussi faire des recherches sur les fuites d'air, puisqu'on parle beaucoup d'étanchéité à l'air, et dans un cadre de la rénovation, c'est une des questions qu'il faut se poser. Donc la recherche de fuite d'air, elle peut se faire de différentes façons. Avec des petites allumettes fumigènes, on peut rechercher par où passe l'air, et c'est des allumettes qui coûtent quelques centimes. Ou alors, on peut aller jusqu'à mettre en place une porte soufflante pour mettre la maison sous dépression, et avec une caméra thermique et puis des gros fumigènes, on peut faire des recherches. Oui.
quelle est la différence entre une caméra thermique qui permet par définition de prendre la température aussi, hein, donc bien sûr, il faut que ce soit calé, etc., mais de l'extérieur, ce qui est la température extérieure, la définir, la température des parois. Est-ce que vous précisez mesure de température paroi extérieure? Quel est l'intérêt de ce produit spécifiquement par rapport à une caméra thermique? Alors, la caméra thermique, elle va juste vous mesurer une température de surface. Là, vous allez pouvoir, avec ce type d'appareil, vous allez pouvoir mesurer en même temps et enregistrer pendant un certain temps la température extérieure, la température intérieure et les températures de paroi. Vous faites ces 3 mesures en même temps et en faisant des petits calculs assez simples, hein, l'appareil fait des petits calculs assez simples, il vous sort directement la résistance thermique de l'appareil, de votre paroi. La caméra, elle ne va pas. Aujourd'hui, on ne sait pas, bon, sauf qu'il y a eu des sujets de recherche sur le sujet, mais on ne sait pas, à partir d'une image thermique, en déduire la résistance thermique de la paroi. Ça, on ne sait pas faire. Il faut d'autres instruments pour ça. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, il y a des techniques à base de flux, il y a des techniques à base de température. Et il y a des normes à base de flux. Là, on va rentrer dans des débats de spécialistes dans lesquels je ne voudrais pas rentrer. On peut en parler après si vous le souhaitez. Et puis, le dernier sujet, donc, par rapport à la prise de mesure du bâti. Et on voit aujourd'hui pas mal d'initiatives qui sont faites même parfois par des éditeurs de logiciels qui disent voilà, le front-end de mon logiciel d'audit énergétique, c'est d'abord une prise d'image et de mesure. Et donc, c'est d'une certaine façon scanner mon environnement. Et à partir du scan de mon environnement, je vais récupérer toutes les informations, notamment toutes les surfaces de parois froides, les surfaces de toiture, etc., dans le but de me faciliter le travail pour mettre ces informations dans mon logiciel de calcul thermique. Et on peut coupler ça aujourd'hui avec des technologies qui sont en déploiement à toute vitesse aujourd'hui, telles que, alors nous, on a l'avantage de travailler avec un fabricant américain qui s'appelle Matterport, qui propose tout un ensemble de solutions pour faire des jumeaux numériques. Donc, on peut scanner l'environnement soit avec un smartphone, soit avec différents types de scanners à base de laser ou de lidar. Et ensuite, on arrive au bureau. Le temps qu'on aille au bureau, on a directement son jumeau numérique sur son écran et on peut faire ses mesures devant son ordinateur. Et le niveau de précision de la mesure, elle est liée à l'outil qu'on aura utilisé pour faire son scan. Voilà. Si on utilise un appareil photo, on a moins de précision que si on utilise un scanner. Et avec les techniques les plus avancées, on est capable d'en extraire directement des plans 2D ou des plans 3D. Et donc ça, on voit plein d'applications dans le domaine du bâtiment, mais notamment dans le domaine de l'audit. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je vous ai sûrement, j'ai peut-être perdu des gens en route. Et puis, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui disent oui, évidemment, il veut nous vendre tous ces appareils et là, on est allé loin. Oui, je confirme, on est allé loin et je ne pense pas que tout le monde va avoir besoin de tous ces outils, mais je voulais quand même faire un petit panorama de ce qui était possible et donner à chacun la possibilité de se positionner par rapport à ça. Je ne sais pas si je peux revenir. Oui. Donc, à la question de quoi j'ai besoin exactement, je ne vais pas vous donner la réponse aujourd'hui. Par contre, si je vais effectivement sur la page 6 de la trame de rapport, il y a déjà des pistes, c'est-à-dire qu'on nous demande de décrire les pathologies, on nous demande de décrire les équipements, on nous demande de mettre des photos, on nous demande de caractériser ce qu'on a vu. Et pour ceci, ça me semble évident qu'il y a un certain nombre de matériels qui vont être nécessaires. Après, il y aura probablement des textes qui vont apparaître puisqu'on attend plus d'informations sur les référentiels de formation, sur les référentiels de certification, puisqu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a toute une démarche en parallèle qui va avoir lieu puisque les diagnostiqueurs DPE, notamment, qui vont avoir le droit de faire des audits pendant une période transitoire, vont devoir être certifiés à l'issue de cette période transitoire. Cette période transitoire, je ne sais pas où est-ce qu'elle va être située avec les retards, mais normalement, c'est début 2024. Jérémy, ouais. La période transitoire, tu connais? La certification des diagnostiqueurs pour les audits? Non, après, c'est la date à laquelle l'audit est obligatoire, en fait. Donc,
Alors, normalement, ce qui était prévu, c'est qu'il y ait une première période dans laquelle les diagnostiqueurs qui ont fait une formation à l'audit et envoient quelques rapports ou envoient quelques rapports à leurs certificateurs, ils ont, pendant cette période transitoire, la possibilité de le faire, mais qu'à la fin de cette période transitoire, il y aura un nouveau dispositif. Ça, c'est sur la partie pour les diagnostiqueurs DPE, pour leur certification. C'est ça. Il y a beaucoup de discussions, mais pour moi, il n'y a rien qui a été publié et dans les décrets arrêtés. Donc, c'est en cours. C'est à peu près ce que je disais, c'est que peut-être que dans ces décrets, on aura plus d'informations sur le matériel qu'il faut pour avoir cette certification, comme c'est le cas dans les autres certifications. Voilà. Et puis, si vous réalisez des audits incitatifs, la qualité de votre analyse et la pertinence de vos préconisations, elle est bien sûr liée aussi à votre capacité à maîtriser des outils d'investigation. Donc, je termine, j'arrive 2 slides pour conclure. Ceux qui me connaissent, ils savent que je termine toujours par cette slide. Comment prendre une bonne mesure? Parce que c'est mon métier de la mesure. Et en général, je dis, voilà, il faut bien connaître ses produits, il faut bien connaître les performances, il faut les étalonner, il faut faire de la métrologie, il faut bien maîtriser ses logiciels, il faut respecter toutes les réglementations et toutes les procédures et toutes les normes opératoires qu'il y a pour pouvoir réaliser ces contrôles. Alors, j'aurais tendance à dire que tout ceci, c'est peut-être un petit peu superflu à ce stade. Et j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, dans le cadre des audits, en général, vous ne recherchez pas des mesures de grande précision. Vous recherchez surtout des outils qui vont vous aider à l'investigation et à la décision. Ce sont des outils qui vont vous donner plus du qualitatif que du quantitatif. Et de ce fait, le type de matériel que vous pouvez acheter pour ça, c'est souvent des matériels relativement entrée de gamme, je vais dire ça comme ça. Quand on fait de la mesure, on a besoin de métrologie, on a besoin de précision. Quand on fait de l'investigation, on peut travailler avec des outils plus simples. Ça peut être intéressant d'envisager des produits multifonctions, des appareils qui réalisent plein de fonctions différentes pour un coût très faible, certains. Les exigences métrologiques sont assez faibles. Alors, quand je dis ça, c'est tout le contraire de ce que je dis d'habitude. Mais par contre, en tant que professionnel, je pense que vous devez tous, comme d'habitude, simplement maîtriser vos appareils et leur entretien. Voilà. Donc, ce qui vous permet ensuite d'avoir le bon package d'outils. Et j'ai terminé par, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à passer par chez Testoon. Voilà, on peut applaudir Jean-Michel. Merci Jean-Michel. Bon, on arrive au terme de cette conférence. Moi, ce que j'en retiens, là, je parle d'ailleurs sous contrôle de Vincent aussi, de Jérémy, Stéphane Pouzeau qui nous écoute. Finalement, on voit l'audit énergétique, ça dépend de où est-ce qu'on veut aller en termes de préconisation de travaux. Et donc, plus je veux aller loin, plus je vais passer du temps, donc plus je vais facturer mon client, plus il faut que mon client soit prêt à payer aussi pour cette prestation. Et donc, plus je vais avoir besoin de matériel pour investiguer dans le détail et donc, du coup, rendre une préconisation de qualité. Est-ce que ce n'est pas ça finalement et ce que je voulais savoir, la question que je voulais te poser, c'est aujourd'hui sur les remontées que tu as des différents groupements, des différentes entreprises qui viennent vers toi pour dire voilà le type de matériel, on se profile vers quoi? Vers une prestation plutôt de qualité ou une prestation sur laquelle il faut faire l'audit? On va faire l'audit. C'est la question piège, là, oui. Après, je pense que tout ça, évidemment, il y a une finalité, comme tu l'as dit, qui est environnementale et au final, il y a une finalité qui est quand même réglementaire. Donc, de toute façon, on ne va pas escamoter ce débat entre le réglementaire, il faut que ce soit vite fait, bien fait, et de toute façon, le client, lui, il veut juste son bout de papier pour pouvoir passer devant le notaire, et puis de l'autre côté, des sociétés ou des personnes ou des individus qui veulent de toute façon réaliser un travail de qualité. Mais d'où effectivement l'importance du sérieux de la totalité du dispositif, y compris la certification, la formation, la qualité du conseil qu'on peut donner sur le choix du matériel et la métrologie associée. Donc, je ne vais pas te faire une réponse oui ou non, je vais te faire une réponse le débat va continuer sur ce sujet-là. Voilà, on peut imaginer qu'il faut monter en qualité. En tout cas, c'est un grand plaisir, Jean-Michel, de t'avoir avec nous.